Bonjour et bienvenue dans C'est pas sourcé. Un problème éternel de la vulgarisation scientifique auprès du grand public, c'est qu'il faut attirer l'attention de quelqu'un qui n'a pas forcément les outils pour comprendre les détails qui rendent un phénomène intéressant. En histoire, une manière d'y répondre, c'est le cirque historique autour des énigmes et des mystères historiques, le manuscrit de Voynich, l'île de Pâques, l'homme au masque de fer. Comme on en parlait au sujet du mécanisme denticitaire, le sensationnalisme en vient à occulter les informations qu'on peut vraiment apprendre en enquêtant sur ces sujets. Et si c'est vraiment un mystère pour lequel on n'a pas de réponse fiable, on peut juste le ressasser pour toujours. Sinon, on peut prétendre que ça a été résolu chaque fois que quelqu'un a une hypothèse stupide. Et même quand, quand ce n'est plus vraiment une énigme et qu'on a une réponse, on peut perpétuer les brumes du mystérieux pour toujours. Écrire des livres en boucle et même publier des magazines entiers dessus, c'est parfait pour vendre du papier. Mais ces thèmes sulfureux, on en a assez vite fait le tour. Par contre, une manière de gratter exactement les mêmes affects, c'est de se jeter dessus chaque fois qu'on fait une découverte. Genre, quand on décrypte enfin un alphabet mystérieux, le proto-élamite ou le vofarien, c'est sensationnel et c'est plus accueillant pour les gens qui ne s'y connaissent pas. C'est moins intimidant puisqu'on vient de découvrir un truc nouveau. Donc si vous ne le connaissiez pas, c'est pas grave, puisque même les spécialistes ne le connaissaient pas de fond en comble, ne le comprenaient pas. On peut en parler avec moins de recul, mais avec des yeux plus frais. À ce titre, la télévision et les médias en général aiment les découvertes, comme le remarquait Bourdieu. Tomber, il y a deux illusions opposées. L'illusion du jamais vu, c'est inouï, sans précédent, etc. Alors il y a des sociologues qui adorent ça, ça fait très chic à la télévision, ça paye beaucoup de dire « phénomène nouveau, inouï, mutation, révolution, etc. » Bon, ça fait bien quoi, d'être le découvreur des choses que personne ne voit, aujourd'hui l'Internet, ça va changer. Bon, voilà. Alors il y a ça d'un côté, bon, et puis de l'autre, l'illusion du jamais vu, et puis l'illusion du toujours ainsi. Alors là, Bourdieu parle davantage des phénomènes sociaux, des journalistes qui vont les premiers débusquer une mode, un phénomène, une tendance, une révolution, mais je pense que ça s'applique très bien au domaine de la vulgarisation historique. Il dit aussi qu'Internet, ça va rien changer, donc bon, c'est pas un prophète non plus. Internet a tout changé, on est tous cinglés maintenant, professeur. D'ailleurs, Internet, c'est un facteur qu'on va évoquer, mais pas forcément toujours en mal. Et quand on n'a pas de vraie découverte à se mettre sous la dent, on peut toujours présenter un truc comme une découverte de façon assez complaisante. Je voulais aujourd'hui vous présenter quelques exemples révélateurs de cette tendance médiatique à bricoler des fausses découvertes, tout est relatif, et aussi le fait qu'on entre dans un âge sombre en matière de savoir, ce genre de choses. Comme d'habitude, le script est en lien dans la description avec références et liens vers tout ce dont on discute. Comme d'habitude, soutenez-nous si vous voulez qu'on fasse des vidéos plus souvent. Celle-ci est un mauvais exemple parce qu'on va pas tant parler d'histoire des religions, mais on y touche quand même un petit peu à travers des sujets liés, vous allez voir, donc techniquement, ça devrait compter. Première découverte, le château enseveli. Pour commencer, un cas assez trivial, l'histoire de gens qui auraient acheté un terrain avec un pigeonnier dessus et qui auraient découvert qu'en fait, il y avait avec tout un château qui aurait été enterré dans la végétation, les gravats et la terre après la Révolution française. On nous montre des reconstructions 3D où le château est complètement enterré et le couple de propriétaires l'aurait exhumé, mis au jour et restauré. Une jolie histoire qui est parue dans plusieurs journaux, au téléjournal de TF1 il y a quelques années, et qui a même eu l'honneur d'un reportage de l'émission Des racines et des ailes. On ne le voyait même pas par satellite, figurez-vous, tellement il était pris dans la végétation et à moitié enterré. Sauf que c'est essentiellement faux. Les habitants du village sont venus dire que le château n'a jamais été oublié, qu'ils allaient jouer dedans quand ils étaient petits, et les adeptes de l'archéologie dans le département du Lot, que des publications à son sujet, on en trouve au XXe siècle, qui montrent que la porte était déjà au niveau du sol, donc il n'a pas été déterré tant que ça. Avant ce couple, plusieurs personnes avaient voulu acheter le château, donc c'est assez improbable qu'eux-mêmes ignoraient son existence. Et maintenant qu'on a des photos par satellite qu'on peut trouver en un clic, c'est facile de voir que non, on le voyait très bien du ciel, qu'il n'était pas littéralement enterré. Il n'était pas en bon état, et il a fallu déblayer beaucoup pour le restaurer, dans les combles, dans les sous-sols, mais avec cette tendance à l'exagération, la présentation n'est pas vraiment transparente. Ils mettent aussi en avant un dallage en forme d'escarboucle qui serait d'inspiration alchimique, et du coup qui serait unique au monde, des gens viendraient se ressourcer en énergie dessus, mais la voûte en dessous, c'était, de ce que je vois, comment effondré. Donc ça doit être une reconstitution à partir des décombres. Est-ce que cette reconstitution est fidèle? C'est possible, mais c'est vrai qu'à ce stade, ça n'inspire pas confiance. Plusieurs journaux ont publié des correctifs et Arrêt sur image est revenu sur toute l'affaire.
Ceci nous rappelle qu'Internet n'est pas seulement une autoroute où prospèrent les arnaques et le sensationnel, il y a du potentiel pour que le public réponde, que des réseaux se forment où les spécialistes d'un sujet, les gens qui ont telle expérience, la partagent avec les autres, et aussi partager des outils pour vérifier ce qui a été affirmé, rassembler des connaissances. Typiquement, au moment du battage médiatique sur Ségurant, j'avais lu l'étude de 2019, je me disais qu'il faudrait qu'on le traite à un moment ou un autre dans notre émission arthurienne, mais ce qui m'a fait tout relire de façon plus critique, au-delà du cirque médiatique, c'est simplement de faire une recherche Google et trouver l'article de Nathalie Coble sur le manuscrit de l'Arsenal. L'article date de 2009, mais il est dans un livre collectif que j'aurais probablement pas trouvé comme ça. Je ne l'aurais pas lu s'il n'était pas librement accessible sur Open Edition, et que c'était pas une des premières choses que vous trouvez en cherchant Ségurant. Google Books savait aussi encourager une certaine superficialité dans la recherche. Si c'est pas sur la première page de résultats, on abandonne. Mais ça permettait de vérifier tellement de choses et ça marche de moins en moins bien. Et à la place, les gens deviennent dépendants de LLM à la ChatGPT qui peuvent encore assez bien répondre à certaines questions élémentaires ou pointues, mais qui semblent toujours affreux dans la zone entre deux. Si vous posez une question bizarre ou que vous vous aventurez à un niveau que vous ne maîtrisez pas, bref, si vous cherchez à apprendre quelque chose, là c'est beaucoup moins satisfaisant. Sans parler du fait que ça peut vraiment vous induire des psychoses et vous faire perdre contact avec la réalité, mais on revient dessus après, c'est lié à ce dont on va parler après. Deuxième cas de fausse découverte, les coniques d'Apollonius. Alors en février de l'année passée, la presse a annoncé qu'on venait de redécouvrir la traduction arabe du traité d'Apollonius de Pergame sur les coniques. Donc c'est ces courbes qu'on peut obtenir en faisant une section d'un cône. Par exemple, sur Actualité ou Géo.fr, ces sites qui viennent vous déverser votre petite dose de science du jour, comme si vous étiez un petit moineau passif qu'on venait gaver, description parfaitement neutre, et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'en fait c'est un des quelques exemples de textes grecs dont une partie n'est préservée que par une traduction arabe. Souvent, contrairement à ce qu'on imagine parfois, on a au moins des manuscrits en grec ou traduits dans d'autres langues, mais là on a préservé une partie de l'œuvre de façon très indirecte. Pour reprendre une bonne présentation de Micheline Descorps-Fouquier sur le site Images des maths du CNRS, on a les 4 premiers livres en grec dans leur version éditée par Eutychius d'Ascalon à la fin du 5e siècle de notre ère, telle qu'elle a survécu dans des manuscrits byzantins. Tous ceux qui restent remonteraient au manuscrit qui est aujourd'hui le Vaticanus Graeca 206 de la Bibliothèque du Vatican, qui date de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. Apollonius vivait au IIIe siècle avant notre ère, Eutychius travaillait 8 siècles après et devait apparemment synthétiser différentes traditions manuscrites qu'il avait sous les yeux et actualiser le texte pour le rendre compréhensible à son époque. Les livres 5 à 7 ne sont connus que par leur traduction arabe par les Banu Moussa, des frères savants actifs au IXe siècle de notre ère. Ils ont travaillé à partir d'un manuscrit d'Eutychius et d'un autre manuscrit qui devait être indépendant de son édition et donc peut-être refléter le texte original de plus près. Ceci dit, ça reste une traduction, donc on peut toujours se demander en quoi elle déforme l'original. Il y avait encore un 8e livre consacré à des problèmes de géométrie dérivant des théorèmes exposés avant, mais qui est complètement perdu. On pense qu'il a dû se perdre à la fin de l'Antiquité déjà. Il était peut-être vu comme secondaire, comme moins important, quoi. Et en 1627, Jacobus Gaulius trouve un manuscrit de la traduction arabe datant du XIe siècle. Et il s'en fait faire une copie des livres 5 à 7 qu'il ramène en Europe et commence à travailler sur une traduction latine qu'il va promettre pendant des décennies. Il va même faire préparer des gravures, des schémas, mais il meurt en 1667 sans avoir pu la compléter. Il faudra attendre 1710 pour que soit enfin publiée une traduction latine par Halley et que les mathématiciens européens aient à nouveau accès, plus directement, à ces textes. Bon, directement, on s'est compris. Pour ces derniers livres, c'est une traduction latine d'une traduction arabe d'un texte grec plus ou moins proche de l'original. Vous voyez qu'il y a des étapes quand même. Donc, quand je vois cette nouvelle, je me dis que peut-être on a trouvé une traduction arabe du dernier livre perdu. Et en fait non, en lisant les articles, on parle bien des livres 5 à 7. En fait, il copie un article en anglais qui parle des livres 5 et 7. Il y a un petit malentendu. Donc je me dis qu'on a peut-être trouvé une autre traduction arabe que celle des Banu Moussa, qui serait intéressante parce qu'elle nous donnerait un autre accès au texte, et en comparant les deux traductions, on pourrait peut-être trianguler. En fait, non. Si vous lisez ces articles, ou les articles anglais qu'il recopie sans trop les comprendre, c'est parfaitement clair qu'on parle des manuscrits ramenés par Jacobus Gaulius au XVIIe siècle, il y a presque 400 ans. Ce qui a lancé tout ça,
C'est juste la publication d'un livre qui donne un coup de projecteur sur les collections de l'université de Leiden. Dedans, Jan Hoogendijk explique comment ce manuscrit a permis de redécouvrir le texte des Coniques, mais il y a des siècles, en 1710. Mais comme les articles anglais parlent de l'œuvre perdue d'Apollonius, ce qui est techniquement vrai, il y a une partie qui est perdue, la presse scientifique a décidé qu'on venait de les redécouvrir et qu'on ne les connaissait pas. Ils ont littéralement inventé une découverte. C'est de la désinformation. Sous prétexte de vous apprendre des rudiments de science et d'histoire, on invente une version de l'histoire qui ne correspond pas à la réalité. Un point d'ailleurs pour le blog Pour la Science, qui était sur le point de s'emballer et parler de la fabuleuse découverte comme tout le monde, mais qui a demandé à un mathématicien qui a pu lui dire que non, ce texte est connu, puisque c'est quand même un cas très connu. Ce n'est pas du tout ma spécialité, mais c'est un des rares cas que je connais quand même. Et dans les faits, on a ce texte depuis longtemps, mais je crois qu'une édition critique du texte arabe a attendu les années 90 quand même, et il a fallu les années 2000 à 2010 pour une édition complète de tout le texte. Donc il y a certainement encore plein de choses à découvrir dessus aussi. Mais donc félicitations à Marie-Neige Cordonnier et Pour la Science qui remporte donc un prix, la Sourcette d'Airain 2025, pour avoir sourcé quelque chose, avec les félicitations du jury. Puisqu'on parle de découvertes qui n'en sont pas, troisième fausse découverte, je suis obligé de revenir sur Ségurant. Désolé, ça fait 2 ans, mais le marketing a tellement bien marché qu'on continue à trouver de la désinformation dessus sur la télévision publique française ou même dans Geek Magazine. À qui se fier vraiment si on peut même plus faire confiance à Geek Magazine? Évidemment, on laisse penser qu'Arioli a découvert le manuscrit de l'Arsenal, alors qu'1 an avant le début de ses recherches paraissait un article qui décrivait par le menu toutes les aventures de Ségurant qu'on y trouve et qu'elles étaient en fait bien résumées il y a près d'1 siècle par Lucy Allen Patton. On affirme qu'on ne trouve que quelques phrases sur Ségurant dans le manuscrit, ce qui renforce l'idée qu'il s'agit d'un patchwork constitué de plein de petits bouts de parchemin, alors que la version cardinale, c'est quelques centaines de pages qui viennent, pour ainsi dire, d'un seul manuscrit. Pas tout à fait, vous pouvez retourner voir notre vidéo, notre article sur le sujet, notre podcast de 4 heures dessus. Et on nous dit qu'après ces quelques phrases, le manuscrit s'interrompt en plein milieu des aventures de Ségurant, au milieu d'une phrase, comme si Ségurant était en train de chevaucher vers l'horizon quand le manuscrit s'interrompait, mais comme on l'a discuté, le manuscrit s'interrompt en fait au milieu de Prophéties de Merlin qu'on connaît par le reste de la tradition. Donc si on veut la fin de cette phrase, on l'a en fait. Et évidemment, à force de répéter des imprécisions, on exagère de plus en plus. Arioli n'a pas seulement consulté les 28 manuscrits de son édition, il n'a pas consulté des centaines de manuscrits, il aurait constitué des milliers de parchemins. La vidéo dit parchemin au lieu de dire manuscrit, je sais pas trop pourquoi. Bref, tout est fait pour que les malentendus se perpétuent, 2 ans après notre excellente vidéo sur le sujet, mais qui n'était pas tout à fait complète non plus. On avait d'ailleurs complété cette vidéo avec un épisode de notre podcast qui revient sur toute cette matière, et un article qui essaie de mettre à plat toutes les théories sur l'histoire de ces textes, y compris les théories des auteurs moins discutés que Arioli, et que les médias n'abordent pas ou font comme s'ils n'existaient pas. On va en parler d'ailleurs. C'est quand même plus simple avec des diagrammes, même si ça reste compliqué. On a aussi traduit l'article en anglais, c'est une version de travail pour l'instant, mais si quelqu'un d'anglophone vous parle de Ségurant, vous avez le devoir de leur transmettre ça pour qu'ils comprennent enfin. Arioli a continué de son côté, d'ailleurs un signe d'à quel point le marketing pose problème, c'est qu'on commence à avoir des articles de spécialistes qui essayent de rappeler quelques faits sur le consensus scientifique et les théories vraiment en jeu. On a aussi tenté de faire le même battage médiatique avec Alexandre l'Orphelin. Et là où Ségurant n'était pas assez discuté, Alexandre l'Orphelin, ça devient un peu ridicule, puisque c'est peut-être la portion des prophéties de Merlin la plus discutée, puisqu'elle a été reprise par Thomas Malory, et donc que la recherche qui s'occupe des sources de Malory, entre autres, s'est penchée dessus depuis longtemps. Ces aventures ont été discutées par Le Sept et éditées par Sommer à la fin du 19e siècle déjà. Pickford a édité la version des compilations, les 4 épisodes qu'on y retrouve, il est souvent discuté dans les études arthuriennes. Dans notre épisode sur Ségurant, on invoquait Alexandre l'Orphelin pour donner un cas parallèle à Ségurant. Bref, tenter le même numéro ici où on prétend avoir redécouvert un chevalier perdu, c'est juste ridicule. Même s'il y a du nouveau, Arioli traduit une continuation du XVe siècle qui n'était même pas encore éditée. Ce qui pose la question des priorités. Si le texte est si important que ça, est-ce qu'il ne faudrait pas l'éditer avant de le traduire ? Côté Ségurant, la bande dessinée qui rajoutait de la mythologie nordique, tout ça, a eu un 2e tome, donc le premier a assez bien dû se vendre quand même. Arioli a aussi publié sa traduction en plusieurs autres langues, il y a aussi une édition de poche maintenant, qui est légèrement plus petite avec une note d'histoire littéraire dessus, et il a même fait une édition pédagogique. Il se trouve que Ségurant
est au programme des écoles en France, classe de 5e. Au lieu de vrais classiques comme Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, les profs peuvent faire lire ça à leurs élèves. Ce qui ne doit pas gêner les ventes non plus, ça doit faire pas mal de livres. Et cette édition me pose quand même beaucoup de problèmes. C'est juste le texte de la traduction de 2023, accompagné d'un dossier pédagogique rédigé par quelqu'un d'autre, Mathilde Spichala, sauf que, comme pour le reste de cette collection, la couverture affirme que nous avons affaire au texte intégral, et qu'il s'agit de l'œuvre intégrale annotée. Et dans son interview dans le prestigieux Geek Magazine, Ariely répète que c'est la publication de la traduction intégrale. Or, si vous vous rappelez de notre vidéo il y a 2 ans, la traduction de 2023 était une sélection d'épisodes. Pour rappel, dans le manuscrit de l'Arsenal, qui date des alentours de l'an 1400, on trouve, inséré dans des épisodes communs des Prophéties de Merlin, qui est un roman de la fin du XIIIe siècle, 39 épisodes qui racontent notamment l'histoire de Ségurant, mais pas seulement. La théorie d'Ariely, c'est que ces épisodes ne sont pas juste une compilation tardive, le fruit d'un scribe du XIVe siècle, mais qu'ils auraient existé séparément, sous la forme d'un roman à part entière consacré à Ségurant avant les années 1270, et qu'il aurait été recyclé par la forme originale des Prophéties de Merlin. Comme on l'a discuté en long et en large, c'est loin d'être évident, et la traduction n'en gardait qu'une sélection, 22 épisodes sur 39. Un avantage, c'est que ça se concentre sur Ségurant. Les épisodes coupés sur Gallo, Tristan et compagnie sont très décousus, et le lecteur moyen se demanderait ce que ça fout là-dedans, et peut-être qu'on serait un petit peu plus dubitatif devant l'idée qu'il s'agissait d'un roman cohérent à part entière. Même si des romans qui donnent dans le hors-sujet, ça se trouve aussi à l'époque. Mais donc, a priori, vous n'avez pas l'intégralité du roman perdu ici. Enfin, comme on l'avait discuté, Ariely précise jamais vraiment les contours de ce roman perdu. Il fait comme si toute la version cardinale, tous les épisodes du manuscrit de l'Arsenal, c'était le roman perdu, c'était un bloc monolithique, vous vous rappelez, alors qu'il y a plein d'épisodes suspects. Mais comme ça n'a pas été éclairci, ça me paraît difficile de dire que c'est intégral. Et si on regarde les prolongations et suites qui correspondraient à cette histoire, dans la version longue des Prophéties de Merlin, etc., la traduction est encore plus sélective. Mais du coup, elle est intégrale d'après quels critères ? Sous aucune définition du terme, c'est l'œuvre intégrale. Même problème qu'avec la traduction. Même si on précise que ces différentes branches réécrites au fil du temps, leur statut n'est pas clair, mais en plus les chapitres sont numérotés de 1 à 34, ce qui renforce l'impression d'un ensemble suivi et cohérent qui ne pourrait pas avoir d'autre forme, alors qu'il y a plein d'épisodes qu'on aurait pu inclure là-dedans qui ne l'ont pas été. Deuxième problème, on y trouve une interview d'Ariely qui glorifie la découverte avec les mêmes ambivalences que d'habitude, dans un bouquin qui est quand même destiné aux écoliers, avec une bibliographie qui cite presque exclusivement ses propres travaux et ne mentionne pas ceux de ses collègues. On pourrait dire que c'est attendu pour ce genre d'édition pédagogique, mais ça rejoint un troisième problème. Cette édition supprime toutes les notes de la traduction. Elles n'étaient pas parfaites à mon avis, il manquait beaucoup de choses et parfois elles pouvaient vraiment porter à confusion, mais là elles sont purement et simplement supprimées et remplacées par d'autres notes sur le vocabulaire, par exemple pour dire qu'un home c'est un casque, ce genre de notes sur le vocabulaire d'époque, mais ça laisse des passages purement et simplement énigmatiques sans explication. Par exemple, dans la Quest 12599, une version de la quête du Graal qu'on ne trouve que dans le manuscrit français 12599 de la BNF, il y a un épisode sur Ségurant, qui fait partie des attestations de la matière de Ségurant à la fin du XIIIe siècle. Dedans, le chevalier Dinadan, qui est très moqueur et souvent insultant, se moque de son appétit et dit qu'il bouffe toute la viande, toute la nourriture, et qu'il n'en restera plus pour les autres. Et pour prendre la traduction d'Ariely, il lui dit « Tu ne guérirais ton appétit même pas sur l'île Blanche, parce que tu ne trouverais pas assez à dévorer. Littéralement, tu n'avouerais pas guérison, ce qui devrait renvoyer à la guérison de son appétit malatif, et c'est effectivement dans le sens guérison qu'on le trouve ailleurs dans ce texte, mais guérison a plusieurs sens. Ça implique aussi le fait de se réfugier, de se protéger, et aussi de trouver des vivres, des provisions, des ressources. Donc dans ce contexte, je peux voir une lecture moins évidente et plus redondante, où ça voudrait dire tu ne parviendrais pas à te ravitailler, à t'approvisionner. Tu manges tellement qu'il n'y aurait pas assez à bouffer pour toi, même sur l'île Blanche. Ce qui pourrait changer un peu le sens de la phrase, mais peut-être pas tant que ça, comme vous allez le voir. Parce que c'est quoi cette île Blanche ? Dans ses notes, Ariely affirmait qu'il s'agit, et je cite, d'un lieu mythique boisé et sauvage où les repas se suivent sans trêve. Sans indiquer d'où vient cette explication, que je n'ai trouvée dans aucun de ces travaux universitaires sur lesquels j'ai pu mettre la main. Le folklore et la mythologie des îles britanniques ne manquent pas de navigation vers des îles merveilleuses, mais des îles blanches appelées comme ça, pas grand-chose qui vient à l'esprit. Albion, un nom pour la Grande-Bretagne, a souvent été rapproché de la racine latine albus alba signifiant la blancheur, et dans ma lecture alternative sur le plan logique, il serait possible que Dinadan dise « Dans toute la Grande-Bretagne, tu ne trouverais pas de quoi te nourrir », mais je ne crois pas qu'on trouve des exemples de cet usage.
L'île Blanche, c'est un nom assez banal pour une île. Pensez à des falaises de calcaire ou des plages de sable blanc qui se détachent sur la mer sombre. Donc c'est un nom qu'on retrouve un peu partout. Et en termes de lieux mythiques, on en trouve dans la mythologie grecque, avec l'île de Leuké. Dans la mythologie indienne aussi, il y a une Svetadvipa, littéralement une île blanche, qui est d'ailleurs parfois décrite comme une île d'abondance. Alors on pourrait faire un lien un peu cosmique, mais ça ne me semble pas du tout évident. Cela montre peut-être simplement que le motif folklorique de l'île d'abondance et la tendance à nommer des îles blanches sont tous deux très répandus et que l'existence de leur intersection est plutôt attendue. Cependant, en 2021, 2 ans après l'édition de Ségurant, qui éditait cet épisode, Damian Carnet a édité l'entièreté du texte de la Quest 12599. Et il remarque que l'île Blanche, c'est le nom de l'île où Joseph d'Arimathie avait débarqué avec le Graal dans la première continuation du conte du Graal. Là, la petite communauté chrétienne subit les assauts des païens et manque de nourriture, mais elle est sauvée par le Graal qui vient les nourrir, qui a ce pouvoir de faire apparaître devant chaque convive la nourriture qu'il souhaite le plus au monde. Comme le remarquait déjà Nathalie Coble en 2009, sans mentionner la Quest 12599, Ségurant est censé être désenchanté par le Graal, ce qui pourrait inclure la guérison de son appétit illimité. Et il y a quelque chose d'ironique mais d'approprié à ce que cet appétit soit guéri par le vase sacré, qui a le pouvoir de faire apparaître de la nourriture illimitée, comme le remarque aussi Christine Ferlampin-Haché dans une recension des travaux d'Arioli. On est ici au cœur des problèmes soulevés par cette matière de Ségurant, par les correspondances entre ces différents textes. C'est à son appétit que les autres personnages le reconnaissent, comme Dinadan dans la Quest 12599 ou la Dame du Lac et Golistan dans la version longue des prophéties de Merlin. L'appétit de Ségurant est donc un trait distinctif de presque toutes ces attestations au XIIIe siècle, et donc crucial si on veut faire remonter jusque-là les épisodes du manuscrit de l'Arsenal. Or, un argument mentionné par Damian de Carnet contre l'unité de ces épisodes du manuscrit de l'Arsenal, c'est que cet appétit est complètement absent du début de l'histoire, alors qu'on multiplie les scènes de repas et donc les occasions de le mentionner. Et il n'apparaît que quelques épisodes avant le tournoi de Winchester, où Ségurant est enchanté. Ceci dit, comme le remarque aussi Ferlampin-Haché dans le manuscrit de l'Arsenal, le démon invoqué par Morgane, qui prend une forme de dragon et que Ségurant poursuit ensuite, ce démon était appelé Dragon, car il aime engloutir les âmes des pécheurs qui sont en enfer. On pourrait imaginer qu'il a déteint sur Ségurant qui le poursuit, et donc que son appétit légendaire découle de son enchantement en fait, et donc qu'il devait se déclencher au tournoi de Winchester et que la tradition qui nous est parvenue est un peu abîmée et a mélangé quelques scènes, elle l'a donc placé un peu avant qu'il soit enchanté lors du tournoi. De la même manière, dans la Quest 12599, il a été désenchanté, apparemment lors de la Pentecôte du Graal, mais il a toujours son appétit. Clairement, la tradition est un peu confuse, ce ne sont pas des obstacles majeurs pour cette lecture. Mais donc, Damian de Carnet, en 2021, a une théorie parfaitement plausible sur cette île blanche qui mérite d'être mentionnée, sans parler des remarques de Ferlampin-Haché aussi en 2021 ou de Coble déjà en 2009. 3 figures parmi les plus éminentes des études arthuriennes d'ailleurs. En 2023, donc plusieurs années après l'édition de Carnet et 14 ans après le premier article de Coble, Arioli ne mentionne rien de tout ça, et à la place nous donne une explication qui sort d'on ne sait où. Et en 2025, les notes de l'édition pédagogique sont supprimées, donc ce passage qui interrogera toute personne qui le lit n'est pas expliqué. C'est pas si étonnant parce que ces éditions pédagogiques qui sont pour les élèves de 5e, une édition de Yvain ou le Chevalier au Lion n'aurait pas non plus des notes poussées sur l'analyse du texte ou une bibliographie exhaustive. Mais le contraste est assez frappant avec la bibliographie qui, là, met en avant tous les travaux d'Emmanuele Arioli, les bandes dessinées d'Emmanuele Arioli, et soi-disant un lien vers son documentaire, mais il n'est plus disponible en ligne, donc en fait, c'est un lien vers sa conférence à l'école des Chartes. 4e problème, mais plus mineur. Tout est fait pour qu'on ne discute pas du reste de la littérature arthurienne ou des travaux des autres, et donc ça aboutit à de petits contresens dans le dossier de Spichala. On y affirme que le roi Arthur est le fondateur de la table ronde. Il y a des textes arthuriens où c'est le cas, mais dans la continuité où s'inscrit Ségurant, très souvent, en fait, ce n'est pas le cas. Elle a été créée par Merlin sous le règne du père d'Arthur, Uther Pendragon, puis transmise à Léodagan, et Arthur la récupère lors de son mariage avec Guenièvre. C'est le cas dans le Lancelot Graal, le cycle de base au Moyen-Âge, mais aussi dans les textes liés à Ségurant. Dans le livre divin, il y a des gens qui discutent de si les chevaliers de la table ronde valaient mieux au temps d'Uther ou au temps de son fils Arthur, un genre de discussion sur qui est le plus fort, qui semble assez populaire apparemment dans les textes franco-italiens et italiens.
Et c'est là que Gay Herriot mentionne Ségurant, qui avait battu tout le monde sur la quintaine, pour dire que c'était mieux du temps d'Uther. En effet, la famille des Bruns, la famille de Ségurant, se développe d'abord dans le cycle de Guiron le Courtois, qui met beaucoup en scène les pères des héros habituels. Lac, le père d'Érec, Méliadus, le père de Tristan, Uther, le père d'Arthur même, et les Bruns ou Uther apparaissent souvent, disons, dans des flashbacks, quoi. Et Ségurant est souvent renvoyé à cette chronologie. Ségurant pourchassant le dragon se retrouvait dans le roman des prophéties de Merlin, dans lequel on trouve aussi, dans la version longue, une jeune femme, Églantine, qui est envoyée en Inde par Merlin le jour même où Uther Pendragon avait fondé la table ronde. Et quand elle revient, elle demande à Arthur « Est-ce que vous êtes Uther Pendragon ?» Parce que pour elle, il s'est écoulé que 2 ans. Elle a toujours l'air d'une adolescente, mais dans le royaume arthurien, on dirait que des décennies entières ont passé. Uther est mort depuis longtemps, et pareil pour Merlin, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. C'est le thème assez classique de la distorsion féerique du temps, qui ne s'écoule pas à la même vitesse pour elle lors de son voyage enchanté vers l'Inde, apparemment. Et donc, elle est partie le jour où c'est Uther qui a fondé la table ronde. Je crois que c'est un réflexe qui nous vient plutôt des adaptations modernes, qui insistent souvent sur la différence entre Uther, qui est un monarque plus brutal, plus barbare, et Arthur, son fils, qui instaure un véritable idéal moral, typiquement dans Excalibur de Borman. Donc c'est forcément qui instaure la table ronde et on oublie Uther. C'est pas si grave, c'est un détail, mais ça montre où on se situe quand même. Et quand on se rappelle que c'est une édition scolaire qui est au programme de 5e en France, que plein de profs vont faire étudier, ça donne une autre portée à toutes mes critiques, je crois. Dernier problème, et après je vous laisse tranquille, Ariely avait remarqué que Malory faisait allusion à un Severos le Bruce, qui devait être Ségurant le Brun, puisqu'on mentionne qu'il combat des dragons, des lions, etc., et que la Dame du Lac avait interdit que Lancelot et lui se battent, ce qui correspond à son histoire. Et il notait que les éditeurs de Malory, Vinaver ou Peterfield, n'avaient pas fait cette identification, ce qui est vrai. Mais en reformulant en 2025, il est encore plus affirmatif, disant qu'il n'avait jamais été identifié, ce qui là, par contre, est faux. Comme nous l'avions relevé, en 1978, Sue Ellen Holbrook avait déjà remarqué que ce devait être Ségurant en renvoyant à l'édition de Patton, et son article a été repris dans une anthologie rééditée jusqu'à nos jours. C'est assez courant, quand on reformule des théories, de les réaffirmer avec plus de certitude, et on passe de quelque chose qui est techniquement correct à quelque chose qui est, en l'état, faux. Alors on pourrait rajouter d'autres choses encore qui sont discutées dans notre article, mais je vais arrêter là avec Ségurant pour aujourd'hui. Alors quatrième, alors je dirais pas une fausse découverte, mais une découverte un peu différée, mais qui est aussi sur un fragment de roman arthurien. Et c'est assez courant dans les études arthuriennes qu'on mette en avant la découverte fabuleuse d'un manuscrit. Typiquement, chaque fois qu'on trouve un fragment de la suite Vulgate, ce qui est assez courant, parce que c'est un texte assez long, réputé pour être un peu ennuyeux et très diffusé, ce qui en fait un candidat idéal pour être dépioté et servir à emballer des documents de notaire, comme le fragment de Namur, de Bristol ou celui de Cambridge dont on a beaucoup parlé récemment. Je m'attends à ce qu'on en trouve bientôt un qui a servi à emballer du poisson. Dans le cas du fragment de Bristol, c'était pratique, on pouvait raconter que l'histoire était légèrement différente, un peu censurée sur les aspects sexuels, et on comprend l'intérêt du document parce qu'on a une variante dans le récit. Et quand celui de Cambridge est sorti dans la presse, les gens ont vite commencé à raconter que, pareil, on trouvait une version perdue de la suite Vulgate, comme c'est excitant. Alors, je me suis mis à comparer les images qu'on trouvait en ligne avec l'édition de la Pléiade, du manuscrit de Beaune, et j'ai pu voir qu'au niveau du contenu, ça suivait le texte qui était connu. Des variantes, mais ça racontait pas un nouvel épisode, quoi. Comme la découverte est mise en avant, les gens se disent que ça doit être important et nouveau, et donc qu'on a découvert de nouvelles aventures arthuriennes. Mais c'est pas ça l'intérêt du document. En fait, Nathalie Coble et Irène Fabry-Terranchy ont travaillé dessus, leur conclusion devrait sortir bientôt, et de ce que j'ai entendu, le véritable intérêt du document, c'est sa place particulière dans la tradition manuscrite, les rapports qu'il entretient avec la version longue et la version courte. Donc techniquement, on pourrait bien le décrire comme une version perdue, mais pas sur le plan de son contenu. Il y a aussi l'équipe qui dit qu'ils ont d'abord pensé que c'était un roman anglais qui portait sur Gauvin. Je vois pas comment c'est possible si tu poses les yeux dessus. Tu vois que c'est du français quand même. Pareil pour l'angle, le fragment était dissimulé dans la reliure. Il servait de reliure. Le texte est apparent à l'extérieur. Il sert de couverture à ce registre. C'est d'ailleurs la particularité ici. Ils n'ont pas décousu le fragment. Ils l'ont laissé dessus. Donc il a fallu aller photographier sous le rabat avec des prismes et des miroirs. C'est pratique. Et la communication est
justement très axé sur la technologie qui sert à lire le fragment. Imagerie spectrale, bien sûr, qui permet de mieux lire les endroits où l'encre s'est dégradée, mais il y a aussi des trucs genre un CT scan en tranche du profil du registre autour duquel est le fragment. Je manque peut-être d'imagination, mais je vois pas à quoi ça peut servir. Et malgré tout ça, dans les images qu'ils ont mis en ligne, il n'y a pas les reconstructions du texte sous le rabat. On le voit seulement de loin et flou dans le dépliage en 3D. Donc il y a un contraste total entre la technologie de pointe qui est mise en scène et le fait qu'on vous montre tout, sauf la partie novatrice. Moi je suis vieux jeu, je crois que je l'aurais juste décousu. Et c'est difficile de sortir de ce cycle. Il faut mettre en avant les cyberlasers qu'on a utilisés pour lire le texte parce que ça passe bien à la télé, mais ça coûte cher, donc il faut souligner l'importance de la découverte pour le justifier, et donc le public se dira forcément c'est un nouveau texte, la partie philologique, on n'arrivera pas à la vulgariser comme ça, donc le véritable intérêt du texte est laissé aux spécialistes. Pareil pour Ségurant, on met en avant le fait de décoder le texte avec une lampe à ultraviolet, et on va pas se mentir, ça aide beaucoup. Parfois je dois m'attaquer à un manuscrit dont j'ai que les photos, et j'ai l'impression que ça pourrait me sauver la vie. Mais je crois que dans la BD pour enfants, ils appliquent cette technique aux mauvais manuscrits, soit dit en passant. Et en ce qui concerne le fragment de Bologne, comme on l'a dit, ce fragment dont Ariely parle tout le temps, ça permettait de décoder quelques mots de plus que l'éditrice précédente du texte, tant mieux. Mais il y a la même question de proportion. Est-ce que ça mérite qu'on en parle autant? Ça laisse forcément les gens avec une image déformée de la recherche. Et rectifier cette image reste difficile après le battage médiatique sur Ségurant. Par exemple, est-ce qu'il faudrait aller dans tous les médias y répondre? Je crois pas que le sujet le mérite, il y a beaucoup plus de choses plus importantes, même si 2 ans après ça continue. Surtout des découvertes ou des mises au jour, il y en a tout le temps. Typiquement, Benenati a publié des fragments inédits des prophéties de Merlin, apparemment dans cette continuité en tout cas, et là vous avez des épisodes uniques, même si bon, ils sont très courts quoi. Et de mon côté d'ailleurs, j'ai aussi fait quelques découvertes à force, notamment un texte arthurien apparemment unique et inédit. Alors, comme beaucoup de découvertes, c'est pas vraiment une découverte. C'est un fragment qui a été discuté dans les années 90, on pensait que c'était ce texte-là, le reste du temps plutôt classé comme un autre de ces fragments de la suite Vulgate, mais le texte est inédit et comme je l'ai discuté un peu sur notre site, je crois que c'est une variante de la suite Vulgate. Mais comme toujours, si j'arrive à cette conclusion, c'est uniquement grâce aux recherches des chercheuses et chercheurs qui ont travaillé là-dessus depuis. Comme je le disais dans la conclusion de la vidéo sur Ségurant, la recherche, c'est une entreprise collective. Et là, ce fragment, on va essayer d'en faire une vraie publication avec un peu d'aide. J'ai trouvé 2-3 trucs, ça devrait être intéressant. Puisque j'ai tardé à monter la vidéo, fausse découverte bonus. On a retrouvé l'hymne de Caedmon, une louange à Dieu, qui est un des plus vieux poèmes anglais, dans un manuscrit de Bède le Vénérable gardé à Rome. Beaucoup de gens pour faire comme si c'était la première fois qu'on y avait accès, mais ce n'est pas le cas. Dans le texte de base de l'Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum de Bède, on trouve une traduction latine de cet hymne, et dans certains manuscrits, une version en vieil anglais, insérée avec, dans divers dialectes. Donc on connaissait ce texte, mais ça reste une découverte importante puisque le manuscrit est très ancien, il montre que cette insertion a été faite assez tôt et il soutient certaines leçons du texte anglais. Bon, conclusion obligatoire, évidemment on va parler de l'IA puisqu'on parle que de ça, mais heureusement je peux faire une transition en douceur avec une autre découverte que j'ai faite, là maintenant au sujet de Ségurant, j'arrête de vous embêter sur Ségurant après. Si vous vous rappelez, au centre des théories d'Ariely sur les Ur-prophéties, la forme originale des prophéties de Merlin, il y a le fragment de Bernd Brussel, littéralement au centre, quoi. C'est un bout de texte qui mentionne Ségurant chez une veuve et qui dit « En fait non, on va pas vous raconter ça ». Ariely, comme Patton avant lui, pense que c'est un épisode abrégé, et cet épisode se trouverait que dans les manuscrits de Berne et de Bruxelles de la version courte. Sauf que récemment, il y a la plateforme Comma qui s'est lancée et ils ont pris plus de 32 000 manuscrits médiévaux numérisés et ils en ont fait une transcription automatique. Ils estiment qu'il y a 10% d'erreurs en moyenne, alors sur certains manuscrits c'est des gros pourcents on va dire, c'est pas complètement au point, mais je me suis mis à chercher Ségurant dedans pour voir, vu que c'est des manuscrits que je connais déjà un peu, je peux voir assez vite la qualité de la transcription. Et ça m'a suffi pour réaliser que le fragment sur Ségurant chez la veuve se trouvait aussi dans le manuscrit français 15211 de la BNF, un autre de la version courte, ce qui n'était, je crois, pas mentionné avant. En fait, si vous lisez l'édition de Patton attentivement, ce que je n'ai pas fait, elle dit que comme le manuscrit du Vatican, c'est essentiellement des versions abrégées du manuscrit de Berne. Elle dit aussi que le 15211 a la section en question et qu'il le suit complètement, donc c'est attendu en fait qu'on se trouve ce fragment, mais c'est un peu passé sous le radar. Et ce manuscrit était numérisé, en ligne, il n'était pas caché.
Donc c'est toujours le même problème. C'est très utile de transcrire ça. Et en réalité, la reconnaissance automatique de caractère, ça n'a pas attendu de ChatGPT. Un tel projet, avec des ressources et de la motivation, on aurait probablement pu le faire il y a 10 ans. D'ailleurs, un signe de ça, c'est qu'en 2009, Nathalie Coble repérait déjà le fragment sur la veuve dans un autre manuscrit encore, celui du Vatican, mais je n'avais pas percuté. Je le filtrais, donc je me suis dit, cette note, elle doit concerner le manuscrit de Bruxelles. Donc, cet épisode est en fait bien dans tous les manuscrits de la version courte, si on accepte le BNF 98, qui est un peu particulier parce qu'il contient assez peu de matériel. Et si on était un peu plus attentif, on aurait pu le savoir il y a un moment. C'est pas révolutionnaire, c'est des manuscrits proches, et ça change probablement rien, mais c'est quand même marrant qu'on ait oublié ces manuscrits, puisque la communication autour, c'est qu'on a passé 10 ans à consulter tous les manuscrits du monde. Ce qui n'est pas le cas. Dans la vidéo il y a 2 ans, je disais que si Ariely avait trouvé tout ce qu'il y a à trouver, je serais plutôt déçu. Et heureusement, comme il n'a pas vraiment résolu ces histoires de Ur-prophétie et tout ça, il reste toujours des choses à découvrir. C'est plutôt sympa, il en a laissé pour les autres. Bon, assez sur Ségurant. Autre exemple, dans la presse, de nombreux titres annoncent que grâce à l'IA, on a redécouvert un hymne à Babylone qui était sur plusieurs tablettes en cunéiforme, mais grâce à l'IA, on a pu les connecter et voir que c'était un texte à part. En lisant, vous verrez que les chercheurs font surtout une base de données où ils numérisent essentiellement toutes les tablettes cunéiformes et que l'IA a permis d'associer certains de ces textes entre eux et que certaines des tablettes avaient déjà été éditées ou traduites apparemment. Donc, comme d'habitude, les découvertes, c'est souvent plus réarranger de l'information que trouver une relique perdue. En 2022, je lamentais déjà la multiplication des études qui diraient « j'ai trouvé ce résultat grâce au machine learning, c'est magique ». Et il y en a encore, genre j'ai fait une nouvelle classification des comptes traditionnels grâce au topic modeling, ça c'est 1 semaine sur 2. Mais avec l'IA qui domine toutes les actus tous les jours, c'est le mot-clé qui va se généraliser, machin découvert grâce à l'IA, point. Même plus besoin de donner des détails, de donner des raisonnements, l'étude devient une boîte noire qui a craché un résultat. On voit aussi un peu cette dynamique dans la discussion récente du Borg Cipher, un manuscrit codé. Tout le monde parle du fait qu'on l'a décrypté avec l'IA, et donc on imagine que ça révèle le potentiel des nouveaux modèles de LLM ou autres de ces dernières années. Et peut-être qu'il y a des développements plus récents au sein du projet, vers lequel tout le monde renvoie, mais leur décryptage datait en fait de 2016, il y a 10 ans, et utilisait du machine learning plus classique. Certes, ce n'est pas nouveau, vous me direz de tout temps les hommes, typiquement côté psychologie, vous avez la crise de la réplication en général, et en particulier de ces grandes expériences de psychologie sociale américaine. L'expérience de Milgram, elle était truquée, l'expérience de Stanford, elle était truquée, et même When Prophecy Fails, le bouquin qui a lancé le concept de dissonance cognitive adulé par les zététiciens rationnels, eh bien figurez-vous, comme je l'avais d'ailleurs prophétisé, ce livre a été debunk. Apparemment, les chercheurs savaient que leurs données ne correspondaient pas à ce qu'ils racontaient, ils ont falsifié sciemment le résultat. Je présente ça de façon cavalière, évidemment le fait de dire « telle étude a été debunk », ça fait partie de ces cycles de debunk que vous aurez compris, je ne trouve pas toujours très intéressant, ni la meilleure manière d'aborder le sujet, mais c'est pas nouveau, elles avaient déjà reçu des critiques de fond, mais c'est difficile de ne pas remarquer que ces études servaient surtout à fonder de petites fables sur la nature humaine, même si comme toutes les fables, elles peuvent contenir un grain de vérité ou illustrer quelque chose qui est vrai par ailleurs, indépendamment de leur raisonnement ou de leurs preuves. Mais par mesure de précaution, je crois qu'on peut considérer que tout ce que les Américains ont bricolé pendant la guerre froide, on peut le foutre à la poubelle. Évidemment, un jalon sur ce développement, c'est que diverses disciplines utilisaient déjà des modèles de calcul statistiques que leur complexité rend déjà très opaque pour le grand public. De l'extérieur, il n'y a pas une grosse différence avec l'IA, c'est déjà un ordinateur qui crache la réponse. J'avais parlé de cette étude de 2016 qui essayait de faire remonter certains contes populaires à l'âge du bronze. J'avais relevé de graves problèmes dans la conception de l'étude, mais même en la prenant au mot, il concluait que l'immense majorité des types de contes ne remontaient pas à cette époque, en dehors de quelques petites exceptions, dont une seule, d'après eux, avec certitude. Malgré cela, cette étude est systématiquement citée pour dire « puisque les contes datent de la préhistoire, alors ma théorie stupide qui fait remonter le jonglage de choucroute à la préhistoire doit être complètement vraie aussi ». Je me suis abonné à ces alertes Google Scholar, ça continue jusqu'à aujourd'hui, toutes les quelques semaines, c'est toujours lunaire et c'est évidemment parce qu'elle avait bénéficié d'une large couverture médiatique.
Mais l'IA va clairement aider tout ça. J'ai vu passer un article de la revue Nature sur la Grande Peur de 1789 en France. Le livre classique de Lefebvre avait essayé de montrer comment cette panique et ces soulèvements s'étaient diffusés en France dans les campagnes par une série de réactions en chaîne. Et l'article essaye de le prouver en appliquant des modèles d'épidémiologie aux données dont il parlait, en retraçant les grands axes de communication et en le calculant comme une épidémie. Ce qui a attiré l'attention, c'est que leur méthode, ça a été de refiler les pages du bouquin de Lefebvre à ChatGPT pour qu'il en extrait les données et qu'il en fasse une base de données des étapes de la Grande Peur, et ensuite ils ont fait leurs calculs là-dessus. Donc on arrive à une époque où juste lire le livre sur lequel tu t'appuies et saisir toi-même les données dans le système, c'est trop d'effort. On ne peut pas prendre le temps de vérifier ça. On applique en effet ces modèles d'IA à de plus en plus de domaines. Prenez les papyrus brûlés à Herculanum, ou il faut dire papyri pour être intelligent, qui sont trop carbonisés pour les ouvrir sans les détruire. On commence à essayer de les scanner et grâce à l'IA, on commence à réussir à discerner l'encre au fil des couches qu'on démêle. Annoncé comme ça, comme beaucoup de gens, je me suis dit, mais si leur modèle d'IA est entraîné à recracher du texte grec, comment savoir si c'est correct et si ça défloute pas juste du bruit en le faisant rentrer dans les cases attendues. Mais pour le papyrus d'Oxford en tout cas, ils n'ont pas de modèle de langage et leur IA sert juste à détecter les traces d'encre, à améliorer le contraste et le résultat sera toujours lu par des humains. Tant mieux, ils ont repéré le problème évident, mais ça ne va pas empêcher des concurrents de le faire, surtout quand tout le monde utilise des IA pour tout et n'importe quoi, et que ça les habitue à un degré de fraude de plus en plus étendu. Ou bien que ça sape nos capacités plus vite que ça les remplace. Ça sera très efficace pour détecter le cancer, nous dit-on, mais même quand c'est pas efficace, les médecins se laissent convaincre par le diagnostic de la machine et donc deviennent moins critiques, moins bons, exactement comme on aurait pu s'y attendre. Je repense à l'historien des religions Jonathan Zittel-Smith, ou J.Z. Smith pour les intimes, qui avait tendance à rejeter toute forme de technologie informatique ou autre. Il n'avait pas d'email, il avait toujours un vieux téléphone à cadran, car, dit-il, il n'a jamais aimé la traduction de l'analogique au digital. Et quand on lui dit « il faut faire confiance aux machines et aux techniciens », il répond « je ne fais même pas confiance à mes collègues, je vérifie toutes leurs notes de bas de page ». En tant qu'animateur d'une chaîne intitulée « C'est pas sourcé », je suis obligé d'apprécier cet état d'esprit. D'ailleurs, si vous êtes prêt à prendre le temps de juste vérifier les sources de quelqu'un, ça suffit encore souvent à passer pour un géant intellectuel dans son domaine. Et ça ne devrait pas s'arranger. Mais il pointe un aspect très important du processus scientifique. Ce qui fait la science, c'est que toutes les étapes des raisonnements qu'elle implique devraient pouvoir être retracées et vérifiées par un esprit humain. Et ces nouveaux outils le court-circuitent de 1000 manières différentes. Prenez le manuscrit de Voynich et son écriture indéchiffrable. Régulièrement, quelqu'un prétend avoir deviné 3 mots, ce qui n'a aucun intérêt. La question c'est est-ce que la méthode de décodage peut s'appliquer au reste du manuscrit et est-ce qu'on peut refaire ce travail et le vérifier. Mais ça nous pend bien sur le nez que quelqu'un affirme l'avoir décodé par IA, voilà la solution pour toutes les pages, est-ce qu'on peut la vérifier? Non, c'est une boîte noire magique qui a craché la solution. Ce qui vient aussi des médias qui vous applaudissent dès que vous prétendez avoir découvert quelque chose d'assez sensationnel pour que ce soit profitable. Ça vous encourage à choisir la conclusion qui fera les gros titres et ensuite bricoler une étude derrière que personne ne lira de toute façon. Alors si en plus l'IA peut le faire pour vous et que derrière personne ne peut le vérifier... Attendez, avant d'écrire votre commentaire, dans le premier jet de cet épisode, je disais que ça nous pendait au nez que quelqu'un prétende avoir décodé le manuscrit de Voynich grâce à l'IA, mais j'étais évidemment diablement optimiste parce qu'après 2 ans de règne de ChatGPT, évidemment, on a déjà vu plusieurs spécimens tenter le coup et attirer l'attention sur TikTok, comme en parle Charlie Danger dans une vidéo récente. Bon exemple de ce cycle éternel de la vulgarisation d'ailleurs. Et comment s'étonner, il y a 2 ans, le machin arrivait pas encore à remplir une grille de mots croisés, il y avait déjà des types qui pensaient qu'ils pouvaient le décrypter. Et maintenant, on trouve des modèles spécialisés de ChatGPT qui sont carrément présentés comme des décrypteurs du manuscrit de Voynich. Les spécialistes du Voynich ont l'habitude. De temps en temps, quelqu'un prétend être un génie qui a décodé le Voynich en quelques semaines, les médias s'excitent, comme avec Gerard Cheshire il y a quelques années, et ces solutions ne sont jamais satisfaisantes. Ok, tu as choisi 3 mots que tu prétends avoir décryptés, mais la question c'est est-ce qu'on peut appliquer cette logique au reste du manuscrit? D'ailleurs, ça n'a même pas attendu les larges modèles de langage à disposition du grand public. Des informaticiens avaient déjà entraîné un modèle sur mesure pour prétendre
après avoir analysé les 10 premières pages, que c'était de l'hébreu. Ce ne sont pas des spécialistes de l'hébreu et les phrases qu'ils ont bricolées n'ont pas l'air très convaincantes, mais ça ne les inquiète pas. C'est bien la preuve qu'avoir un diplôme ne vous immunise pas contre ces tendances et que faire confiance aux universitaires ne suffira pas. Mais maintenant que tout le monde a accès à ces chatbots, les gens peuvent générer leurs propres résultats sur mesure de leur côté, ce qui est un accélérateur à délire assez impressionnant. Des ingénieurs à la retraite qui écrivaient aux physiciens pour leur dire qu'ils avaient résolu la gravitation quantique, ça existe depuis longtemps. Mais le fait d'avoir un chatbot qui t'y encourage et qui te dit que tu es la réincarnation d'Albert Einstein, ça facilite beaucoup la perte de contact avec la réalité. Pareil pour les types qui prétendaient avoir trouvé le Graal ou l'île d'Avalon dans leur jardin, ils n'ont même plus besoin de bricoler leur propre théorie, le chatbot va leur en cracher une toute faite. D'ailleurs, j'ai été contacté par un type en proie à un délire du genre et ça me déprime. Et ils ont bien été préparés à tout ça par la vulgarisation quelque part. On leur transmet des fragments de connaissances, des petits bouts déconnectés du processus de savoir. Regardez, on examine des parchemins avec des ultraviolets, mais on ne vous explique pas les questions qui se posent derrière. On parle de la physique quantique, mais sans les mathématiques qui les fondent, on diffuse juste des images étranges, on répète que c'est des particules qui sont à plusieurs endroits en même temps, c'est le chat de Schrödinger, c'est comme le multivers ou que sais-je. C'est pas nouveau. Einstein avait fait un livre de vulgarisation avec Infeld qui présentait la physique avec des images et des métaphores et sans présenter de maths. C'était un peu un argument de vente. Mais c'est pas étonnant que dire c'est quantique devienne alors un synonyme de c'est magique et que ça devienne alors un pied de biche inséré dans la chaîne de causalité matérielle du monde pour y réinjecter de la mystique. Et donc affirmer que la réincarnation sur le plan astral, du voyage dans le temps, des expériences de mort imminente, c'est en fait prouvé par la science. Ou bien se servir du théorème de Gödel pour dire que ça prouve l'existence de Dieu. C'est assez typique de notre époque, on n'y croit plus, donc il faut qu'on nous dise que c'est prouvé, afin qu'on n'ait même plus besoin d'y croire. Bon, j'ai été trop optimiste, la lumière sera plus bonne, mais c'est juste pour la conclusion, et puis vous avez l'habitude. Certes, les mathématiciens et scientifiques eux-mêmes ne sont pas épargnés par ces tendances. Et quand on parle de vulgarisation, l'obstacle technique est peut-être infranchissable. Ce n'est pas possible de vraiment présenter la physique quantique ou la philologie critique dans un segment de 3 minutes à la télé. Et la plupart des gens, c'est même pas forcément qu'ils seraient pas capables de comprendre, mais juste ça ne les intéresse pas à ce point. Ceci dit, si on veut y voir un côté positif, la démultiplication des délires par ChatGPT va peut-être aussi aider à développer l'esprit critique des gens. Sur le Voynich, par exemple, vous avez de tout. Quelqu'un sur Substack qui, il faut dire, n'utilise pas l'IA, c'est tout à fait artisanal, mais qui prétend que c'est de l'irlandais. Une dame qui dit qu'en fait, ça a été écrit par un moine qui a voyagé dans l'Himalaya. Il y a des types qui pensaient que ça transcrirait un codex d'Amérique centrale. D'autres types encore qui ont cherché des langues turques. Si chaque semaine, on leur sort un nouveau décodage magique du Voynich et que c'est à chaque fois une traduction différente, les gens vont commencer à se rendre compte que ça ne marche pas. Sur le subreddit dédié, c'est ça. Chaque semaine, il y a des exaltés qui disent l'avoir résolu. C'est aussi possible que les différentes tentatives de décryptage gravitent dans la même direction en s'additionnant les unes aux autres et que ça devienne juste une secte. C'est souvent comme ça qu'évoluent les théories du complot, de manière collaborative. Mais des espaces de discussion collective peuvent aussi modérer ces fuites en avant. Vous êtes un exalté qui pensez avoir décrypté le Voynich, vous allez poster votre théorie sur le Reddit r/Voynich et vous y rencontrez des gens qui s'y connaissent plus que vous et ne sont pas vraiment impressionnés par vos conjectures, et peuvent même vous expliquer parfois par A plus B pourquoi ça marche pas. Souvent, ça n'arrête pas le délire, mais ce retour négatif et collectif reste important. L'aspect critique et collectif de la science est salutaire et indispensable. Si vous l'enlevez pour le remplacer par un chatbot qui vous dorlote et vous dit que vous êtes un génie, vous allez forcément sombrer dans le délire. Et puis, tout généré par IA peut aussi être une source de modération de ce côté-là, même si c'est en plongeant tout dans la médiocrité. Les chatbots actuels ont plutôt tendance à équivoquer. Dès qu'un débat est controversé, la réponse c'est « Oh attention, tout est complexe ». C'est un peu comme un youtubeur spécialisé en histoire de ce côté-là. Et par exemple, je suis tombé sur un site web qui parle de guérison énergétique à distance. Sur cette page, tout a l'air généré par IA, texte et images, mais c'est pour dire « Attention ». Faut pas utiliser les concepts de la physique quantique comme si ça te permettait de jeter des sortilèges avec ton esprit. Ce qui est plutôt correct. Ceci dit, toutes ces IA sont gérées par des milliardaires qui veulent exterminer l'humanité et nous remplacer par des robots, donc je ne compte pas vraiment sur leur tendance à la modération. Pour l'instant, on a regardé surtout le scénario où ça donne n'importe quoi, mais un autre écueil c'est « et si ça marche vraiment ?»
Dans une conférence au Collège de France, Stéphane Mallat mentionne les modèles de prévision météo type GenCast qui en fait fonctionnent très bien. C'est un cas où ça remplacerait des modèles mathématiques complexes, où on essaye purement de faire des corrélations dans un ensemble de données. Et les gens ont déjà un rapport purement instrumental aux prévisions météo. Ils regardent est-ce qu'il va faire beau ou pas, et ils ne veulent pas vraiment un panorama plus complexe des équations de Navier-Stokes. Mais si ça se généralise par ailleurs, on se retrouve quand même avec une vision assez sinistre de la connaissance, qui exclut l'être humain du processus. Bon, vous me direz, on bouffe des crises existentielles pour le petit déjeuner, notre environnement n'est pas sur une trajectoire très vivable et les milliardaires vont tous nous tuer, mais ça n'a pas l'air de nous émouvoir plus que ça, donc bon, une de plus ou de moins. Et avant qu'on en arrive à ça d'ailleurs, il y a d'autres cycles qui auront le temps d'accélérer. Notamment, ces conclusions séduisantes, elles peuvent servir des fonctions idéologiques, politiques, mais aussi plus simplement commerciales. La vieille reproduction de la valeur. Si vous avez les bons produits dérivés, vous pouvez changer toute cette attention médiatique en espèces sonnantes et trébuchantes. Un problème légal se pose pour les debunkers d'ailleurs. Si quelqu'un raconte, je ne sais pas, qu'ils ont décodé le Voynich ou qu'ils ont trouvé la tombe d'Alexandre le Grand pour se faire mousser, même si c'est complètement faux, ce n'est pas illégal en soi de mentir. Ça ne tombe généralement pas sous le coup de la loi. Ça peut constituer un délit dans certains cas, par exemple en France, la diffusion de fausses nouvelles, mais il faut que ce soit fait de mauvaise foi et que ça trouble l'ordre public. D'une part, ça va généralement pas déclencher une émeute, et d'autre part, c'est difficile de montrer que c'est fait de mauvaise foi. Souvent, ils ont même l'air d'être vraiment convaincus par leur théorie, quelque part. Par contre, si vous les traitez d'escrocs, de charlatans ou de menteurs, là, par contre, dans beaucoup de pays, ça tombe sous le coup de la diffamation, parce que vous portez atteinte à leur honneur, à leur réputation. En général, il y a une exception de vérité si vous pouvez prouver vos propos et qu'ils restent raisonnables dans un certain cadre, mais vous n'aurez pas forcément l'occasion de le prouver. Et puisque ça fait du mal à leur business, ils peuvent même potentiellement réclamer réparation. Si on va au bout de cette trajectoire, au lieu d'être géré par les critères du débat public ou ceux des discussions universitaires, le savoir se retrouve arbitré par les critères du droit commercial. Et la critique de mon livre devient interdite si ça ralentit les ventes. Autrement dit, si la critique est efficace. Encore que, si on appliquait vraiment le droit commercial, mentir sur les qualités essentielles de son produit, ça c'est souvent interdit. C'est plutôt qu'on reste à cheval entre ces deux domaines pour s'exempter des règles qui s'appliquent dans chacun des deux. Et de ce côté-là, comme je l'ai dit, Internet permet aussi d'y répondre, soit en appelant un spécialiste comme le Blog pour la Science, soit en trouvant des ressources sur Internet, comme moi avec Ségurant, ou encore avec cette histoire de château, où les gens qui ont l'expérience nécessaire peuvent la partager au reste du public. C'est ce qu'il nous faut, des réseaux de spécialistes de confiance vers lesquels on peut se tourner. Ça devrait être le rôle de l'université, mais elle bouge à un rythme assez lent, qui a de la peine à répondre à certaines tempêtes médiatiques. Et puis, quand ce sont des universitaires qui racontent n'importe quoi, leurs collègues sont parfois retenus par leur sens de la collégialité. Mais je ne sais pas si notre remède, c'est de générer des sachants, des gourous à qui on fait confiance. C'est déjà souvent ce que fait la vulgarisation. Genre, le commentaire le plus courant de notre vidéo de l'année passée sur les chasses aux sorcières, c'est que cette vidéo, elle est impressionnante. Que c'est impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'elle fait 2 heures, parce qu'il y a plein de sources, plein de notes de bas de page. C'est pas très difficile d'impressionner les gens, et c'est peut-être ça le souci. On n'est pas sur une jolie trajectoire. L'être humain exclut de la production du savoir, mais il continue à en consommer les produits dérivés. Tous les élèves font générer leurs devoirs par ChatGPT. Le savoir devient ou redevient une performance plus ou moins sportive, une mise en scène esthétique, une quête spirituelle ou un divertissement pour collectionneurs. Bon, le divertissement de collectionneurs, c'est peut-être pas le pire, c'est vrai. Et vous me direz que ce n'est pas nouveau et que l'essentiel des gens a toujours été exclu de la production du savoir. C'est vrai, mais c'est pas pour autant une bonne nouvelle. Combien de gens vont accepter de devenir Jay-Z Smith ? Et est-ce que ça servira même à quelque chose ? Je sais pas, mais en tout cas, si on le fait chacun de notre côté, je pense pas. Bon, on a triché un peu, c'était pas tout à fait une vidéo d'histoire des religions, mais la religion pointait le bout de son nez finalement. La légende arthurienne, c'est exempté, on peut en parler, et en plus il y a le Graal, le Graal c'est religieux,
Il y a l'escarboucle alchimique du château, les spiritualités modernes des gens qui viennent la voir, donc ça rentre dans le thème. Les chroniques d'Apollonius quelque part, ça parle des traductions de textes antiques dans le monde musulman, donc ça parle du monde musulman et des rapports entre la chrétienté et les mondes musulmans. Oui, je parle de monde musulman au pluriel. Et pour l'IA, on a parlé de systèmes mystiques qui se nourrissent de physique quantique, donc techniquement ça va, on touche au sujet. Mais c'est vrai que c'est un peu fourre-tout. Si vous aimez nos travaux, vous pouvez soutenir notre association Sursus, soit sans contrepartie sur Libérapay, soit à travers notre page Ko-fi qui a ouvert il y a peu, où vous aurez parfois des nouvelles sur la production et accès à des vidéos en avance. Typiquement, j'ai fait une conférence avec Paco Mtielman. Attendez, je crois que j'ai regardé la tête de Joyeux Luron qu'ils nous ont fait sur l'affiche. Donc j'avais fait une conférence avec Paco Mtielman, c'était très sympa. Et la vidéo devrait être postée par le journal Voix Populaire qui organisait la rencontre. Mais vous pouvez déjà trouver un enregistrement sonore sur notre Ko-fi si vous nous soutenez, en espérant que la vidéo arrive bientôt. Les projets en cours côté podcast, on a sorti notre épisode sur Kaamelott, deuxième volet, première partie. Comme tout le monde, on n'était pas forcément les plus emballés. On verra la deuxième partie l'année prochaine, quoi. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé côté arthurien ces temps. J'ai aussi fait une traduction de La Folie Lancelot. Je suis en train d'y apporter les dernières touches. C'est un texte qui n'était pas traduit en français. Vous pouvez le trouver gratuitement sur notre site si ça vous intéresse. Et on va aussi traduire les fragments que Bogdanov a édités avec, qui sont honnêtement assez intéressants. C'est un texte qui est entre les débuts du règne d'Arthur et la quête du Graal dans ce cycle post-Vulgate reconstitué. D'ailleurs, beaucoup de doutes sur la reconstitution, hein, mais il reste assez intéressant. Comme ces autres variantes post-Vulgate, il est très sombre, et il y a quand même quelques scènes d'anthologie que j'aime beaucoup, quoi. Donc ça, c'est accessible si vous le voulez. L'article Tout comprendre à Ségurant, si vous voulez aller au bout de cette histoire de chevalier qui chasse un dragon, et comme je l'ai dit, qui est aussi disponible en anglais, si vous voulez prêcher la bonne parole de Ségurant aux gens qui parlent même pas français. Je me suis aussi mis à faire des vidéos courtes verticales. Je suis pas encore une star de TikTok, mais il y en a déjà quelques-unes assez intéressantes sur est-ce que Jésus allait aux toilettes ou est-ce que la Vierge Marie avait ses règles. N'hésitez pas à les regarder. Normalement, si tout va bien, je suis en train de mettre faire les dernières retouches du script, mais la prochaine vidéo, ça devrait être la suite de la série sur Mitra, qui n'a que trop tardé. Et après, on verra dans quel ordre on arrive à faire les choses. D'ici là, portez-vous bien, donnez-nous de l'argent si vous en avez trop, et bonne année, même si je ne sais pas si vous aurez cette vidéo en janvier.